La première raison de cet enfermement dans un cycle d'échecs est que vous pensez quelque part dans votre cœur que vous ne pouvez pas y arriver. Vous pensez que certaines personnes ont le talent ou les qualités naturelles pour faire cette chose alors que vous, précisément, non. Parlons d'exercice pour illustrer, parce que j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Quand j'ai commencé à faire de l'exercice physique, j'ai décidé que j'allais devenir une coureuse. La toute première fois que je suis allé courir, je portais un pantalon de yoga vraiment ample. Je ne sais pas s'il y a des coureurs parmi vous. Environ 2 minutes après avoir commencé à courir, je devais tenir mon pantalon en courant. Je n'étais pas équipé et je devais consulter une application de remise en forme sur mon téléphone. Mais je ne savais pas où le mettre. Je courais en tenant mon pantalon d'une main et mon téléphone de l'autre. Et mon pantalon a maintenant glissé dans l'autre sens. Je devais l'attraper. Donc, je l'ai attrapé et le téléphone est tombé. J'ai récupéré mon téléphone. C'était la pagaille. Et le pire de tout, c'est que ça s'est passé sur la piste d'athlétisme d'un lycée. Ceci, mes amis, est un échec. J'ai tenté quelque chose pour la première fois et j'ai mal fait. N'est-ce pas? Ce qui se produit à ce moment-là est à la base de ce blocage mental. Si vous croyez que le succès découle du talent et des dons naturels, cette erreur de débutant sera très déterminante pour vous. Vous vous dites, je ne t'ai pas fait pour ça, et c'est la preuve dont vous aviez besoin, non? Mais si au contraire vous réussissez à appliquer ce que Carol Dweck qualifie de mentalité de croissance, ces erreurs de débutants perdraient de leur importance. Ce ne sont plus des preuves que vous n'auriez jamais dû essayer, mais des opportunités d'apprentissage. Parce que vous savez que ce n'est pas le talent qui est à l'origine du succès. C'est l'effort qui, avec le temps, mène à la réussite. C'est l'effort qui conduit à l'innovation. Si vous êtes capable de passer de cet état d'esprit selon lequel certaines personnes peuvent, et pas vous, à un autre où vous reconnaissez que vos erreurs de débutant sont des balises sur le chemin du succès, vous pourrez alors vous libérer de ce cycle d'échecs définitif. C'est la première raison de l'enfermement dans un cycle d'échecs définitif. La deuxième raison est que vous pensez que les gens, comme vous, ne sont pas faits pour des choses comme ça. Et l'on touche ici à l'identité. Notre identité est quelque chose de précieux, n'est-ce pas? Une des raisons pour lesquelles on se soucie tant de notre identité est qu'elle a été durement gagnée. Alors, parlons de comment se forme une identité. En observant la salle, on dirait que tout le monde a réussi à surmonter l'adolescence, n'est-ce pas? Il y en a qui se demandent sans doute, qu'entendez-vous par réussir? Voici ce qu'il se passe à l'adolescence. Vous aviez une identité avant l'adolescence, mais vous l'avez assimilée par le biais de votre entourage, non? Maman dit que je suis créatif, d'accord. Papa dit que je suis sportif, oui, d'accord. Ça me paraît juste. Mais cela change à l'adolescence. Vous commencez à vous poser des questions vraiment difficiles sur qui vous êtes. Et vous le faites socialement. Vous vous demandez, suis-je comme cette personne? Suis-je comme toi? Suis-je comme toi? Suis-je comme toi? Vous empruntez un petit morceau de leur identité pour voir ce que ça fait. Vous pourriez emprunter par exemple, mentir à vos parents et sécher les cours. Vous pouvez vous teindre les cheveux en blanc, fermer votre porte et écouter de la musique en boucle dans votre chambre. Vous empruntez des petits morceaux des gens autour de vous. Et en faisant cela, vous passez par ce qu'Erik Erikson appelle une crise identitaire. C'est assez pénible. Cela crée des frictions dans votre esprit parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Mais la bonne nouvelle est qu'au final, une fois au collège ou au lycée, vous commencez à vous délester des morceaux inutiles de votre identité. Vous arrêtez peut-être de traîner avec les enfants qui sèchent les cours. Vous décidez, je n'aime pas le football et je ne vais plus traîner avec l'équipe de football. Chaque morceau de cette identité que vous abandonnez représente une perte. Ces amis avec qui vous traîniez et qui séchaient l'école, qui ont peut-être compté pour vous, vous pouvez penser les avoir trahis. Vous ne traînez plus avec l'équipe de football et pourriez perdre en crédibilité au lycée. Ce processus qu'Erik Erikson appelle la cohésion identitaire. C'est très difficile, mais il en résulte une identité, une croyance en qui vous êtes vraiment. Cela compte beaucoup pour vous. Et vous ne feriez rien qui menace cette identité. Je vous entends déjà rétorquer, c'est très intéressant, mais quel rapport avec aller au bout de mes objectifs? Eh bien, quand je suis devenu coach, j'ai eu beaucoup de mal à obtenir des clients parce que je me voyais comme appartenant au type altruiste du centre émotionnel et que faire de la publicité et vendre mes services me paraissait agressif. Vais-je faire quelque chose qui me paraît agressif? Non, jamais. C'est ainsi que l'on s'enferme dans un cycle d'échecs définitif. Vous dites, ce mois-ci j'irai à une réunion de réseautage par semaine.
Vient le jour de la réunion de réseautage et votre cerveau dit « Non, nous n'allons pas faire ça. Cela menace notre identité. » Et puis de toute façon, Amanda, tu es tellement fatiguée. Tu as été tellement débordée, tu devrais prendre soin de toi. Et voilà la réunion de réseautage qui démarre sans vous. Vous êtes sur le canapé en jogging à la moitié du 13e épisode de la première saison de la série Friends. Encore une fois, je ne juge pas, nous en sommes tous passés par là. Mais cela explique pourquoi vous êtes toujours au même point. Donc si vous vous reconnaissez, si c'est un blocage mental qui vous donne du fil à retordre, vous devez trouver des gens comme vous qui font ce que vous voulez faire et leur faire part de vos inquiétudes. J'ai dû trouver une altruiste du centre émotionnel qui savait promouvoir son entreprise et apprendre comment elle mettait ces choses en adéquation. Si vous trouvez un moyen d'aligner vos objectifs avec votre identité, aller aux réunions de réseautage vous semblera vraiment plus facile. C'est la deuxième raison de l'enfermement dans un cycle d'échecs définitif. La troisième raison est que, secrètement, vous ne voulez pas le faire. Vous pensez juste que vous devriez vouloir le faire. Vous y attachez de l'importance pour des mauvaises raisons. Vous pouvez valoriser les choses de deux façons. D'une part, vous pouvez les valoriser pour des raisons intrinsèques, des raisons qui viennent de l'intérieur, intérêt, curiosité, où vous avez un plan bien déterminé reliant cette chose que vous voulez faire à vos futures ambitions et à vos rêves. Vous pouvez aussi valoriser les choses pour des raisons extérieures, des raisons extrinsèques, du genre « les gens bien le font »,« ma mère serait fière de moi » ou « qu'est-ce que j'aimerais être admiré ». Imaginons un instant, à titre d'exemple, que vous ayez dit « je ne dois pas dépasser mon budget. Ce qui me coûte le plus d'argent est d'acheter mon déjeuner au travail tous les jours. » Alors vous décidez « j'arrête ça, je vais apporter mon déjeuner ». Un jour, vous êtes à mi-chemin du travail et réalisez que votre déjeuner est resté sur le comptoir de la cuisine, juste à côté de votre téléphone portable. C'est une journée difficile. Vous n'avez rien à manger. Et pas de jeux vidéo. Qu'allez-vous faire? Vous dites à votre collègue, c'est difficile aujourd'hui. Elle dit, ne t'en fais pas. Cela doit être un signe de l'univers. On va s'offrir un bon déjeuner. Ça va être génial. Vous avez deux possibilités. Vous offrir un bon déjeuner avec votre ami, payer 25 $ pour un sandwich, ou vous rendre au distributeur automatique et acheter une barre énergétique merdique à 2 $. Qu'allez-vous faire? Eh bien, ça dépend de pourquoi vous essayez de ne pas dépasser un budget. Si vous essayez de vous y tenir parce que vous devez vous financer et que vous voulez acheter une maison et que vous rêvez de voir vos enfants assis à côté d'un feu crépitant à Noël, alors vous irez au distributeur automatique. Mais si vous essayez d'économiser parce que les riches sont admirés, et oui, ce serait sympa d'être admiré, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour lutter contre l'impulsion, l'envie du moment d'aller au restaurant avec votre ami. Ceci s'applique à toutes les choses que vous avez du mal à faire. Si le travail que vous voulez faire est difficile, il y aura des moments où vous voudrez abandonner. Et c'est l'intérêt intrinsèque qui vous permet de vous focaliser sur les étapes à accomplir au lieu de céder à l'impulsion d'aller au restaurant avec votre ami. Donc, si vous vous reconnaissez, si vous avez du mal avec ce genre de choses, vous devez travailler sur l'intérêt intrinsèque. Vous devez trouver un moyen d'être intéressé ou curieux par rapport à ce que vous voulez faire. Vous devez lire les blogs, feuilleter les magazines. Et si vous ne pouvez pas, si vous n'y trouvez aucun intérêt, alors vous devez formuler un plan qui relie ce que vous voulez faire à vos futures ambitions et à vos rêves. Quand la tentation d'arrêter, d'abandonner se présente, vous sortez ce rappel de votre poche et vous vous le répétez afin de vous rappeler de votre intérêt intrinsèque. Et c'est de cette façon, chers amis, que vous vous libérerez du troisième cycle d'échecs défensifs.